Aujourd'hui, on parle à nouveau de l'UST avec notamment une interview de l'un de leurs concurrents qui est en train de lancer un nouveau stablecoin. C'est le patron de Tron, la blockchain, qui est en train de lancer l'USDD et qui s'exprime sur la chute justement de l'UST. Il y avait de nombreuses rumeurs qui affirmaient qu'il serait derrière ce crash de l'UST. On va voir ça ensemble. On va voir aussi le lancement de son stablecoin, justement l'USDD, en quoi il se distingue de l'UST. On sait que ce sera un stablecoin algorithmique. Désormais, les gens se méfient énormément des stablecoins et ils ont bien raison. Justin Sun, lui, persévère. Il déclare qu'il faut absolument, pour le marché crypto, avoir un stablecoin décentralisé, c'est-à-dire indépendant vis-à-vis du système financier international. Donc c'est une idée qui est intéressante sur le papier, mais quand on s'intéresse un petit peu plus à cette interview, il dévoile justement le fonctionnement de ce stablecoin et c'est assez étonnant. Ce qu'il nous dit, c'est que l'échec de Luna et de son UST, c'est qu'ils ont connu une croissance beaucoup trop importante sur le stablecoin par rapport au Luna et qu'ils n'avaient plus les réserves disponibles de Luna et ensuite de Bitcoin pour soutenir la croissance de cette UST, pour le backer. Donc ils avaient un niveau de trésorerie beaucoup trop faible pour soutenir cette croissance de l'UST et assurer un peg au dollar. Donc ce qu'il nous dit, c'est que son stablecoin, l'USDD, lui, sera beaucoup plus stable, qu'il mise sur une croissance long terme, une croissance beaucoup plus saine. Le problème, c'est que juste après, il nous annonce que son stablecoin aura des rendements en staking à 40%, donc 40% par an sur un stablecoin. On imagine bien que ça va attirer énormément de monde, même si les gens sont un petit peu refroidis par les stablecoins et surtout par les stablecoins algorithmiques. Déclarer qu'on veut avoir un stablecoin avec une croissance saine et ensuite annoncer qu'on aura un staking à 40% par an en rendement, je trouve ça assez hypocrite. Et pour l'instant, ils prennent la même trajectoire que l'UST, c'est-à-dire d'énormes rendements. On se rappelle que l'UST sur Encore, c'était 20% par an. C'est pour ça qu'ils ont attiré autant de capitaux. C'est grâce à ce rendement. La plupart des gens, ça ne les intéresse pas tellement de la décentralisation. Il faut savoir que ce terme de décentralisation, voilà, ça intéresse quelques personnes dans l'univers crypto, quelques libertariens. Je dis pas que c'est un concept qui est inintéressant, mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est avoir du rendement et forcément avoir du 20% sur des monnaies qui sont réputées stables. On voit que ce n'est pas le cas, surtout pour les stablecoins algorithmiques. Et bah forcément, ça attire énormément de monde. Donc cette interview, je l'ai trouvée vraiment très hypocrite, également très opportuniste, parce qu'il annonce qu'il ne se réjouit pas de la faillite de l'UST et de Terra, mais il fait exactement pareil, il emploie la même technique avec un prétendu stablecoin algorithmique décentralisé et des rendements énormes pour attirer un petit peu les gens qui sont moins éduqués financièrement et qui ne savent pas que ces stablecoins ne sont pas stables et qui peuvent être à tout moment décorrélés de l'USD. Donc voilà, méfiez-vous de ces stablecoins algorithmiques. Ça reste des projets intéressants, mais c'est très risqué. Deuxième article qui a attiré mon attention, c'est le fameux vote de gouvernance sur la blockchain Terra, le fork du fondateur Do Kwon qui a été refusé assez largement. On se rappelle que son objectif c'était de sauvegarder le Luna. On a une deuxième proposition qui a été faite par CZ et qui a forcément beaucoup plus fait parler, qui a beaucoup plus de réactions positives, c'était le fait d'indemniser en premier les personnes qui ont perdu de l'argent sur l'UST et de burner énormément de Terra Luna, donc en gros de sacrifier le token pour indemniser les personnes qui étaient sur le stablecoin. Mais vous voyez que c'est vraiment un énorme échec pour le cofondateur Do Kwon, 92% de non pour cette proposition. Donc pour l'instant, on a la communauté Terra Luna qui est un petit peu dans l'impasse et ils devront à nouveau faire un vote pour l'instant pendant que le Luna s'effondre, pendant que le ST reste à la cave. Donc c'est vraiment une période très compliquée pour tout l'écosystème Terra Luna. En Corée du Sud, on a une news très intéressante avec le nouveau président qui est clairement pro-crypto, qui avait proposé de taxer les crypto-monnaies à partir de 38 000 $ de plus-value. C'était clairement une mesure très pro-crypto. Il proposait donc de taxer uniquement les portefeuilles
les plus importants, donc ceux qui ont fait le plus de bénéfices. Donc c'était énormément incitatif pour les petits investisseurs. Et on apprend que le Parlement a refusé cette proposition et que les Coréens seront taxés à partir de 1946 $ de plus-value, avec un taux d'imposition à 20%. Donc c'est toujours intéressant parce que c'est incitatif ce genre de mesure pour surtout les petits portefeuilles qui font moins de 2000 $ par exemple de gains par an. Ensuite, une imposition qui n'est pas confiscatoire, 20%, mais c'est quand même très inférieur à la France avec son taux à 30% que je trouve clairement excessif. Donc une mesure qui prouve qu'on peut réguler l'univers crypto, qu'on peut le taxer tout en ayant des incitations au début, surtout pour les petits portefeuilles. Donc en termes de justice sociale, c'est intéressant parce que ceux qui ont le moins de plus-value, forcément, sont exonérés au début. Et donc ça incite les gens à investir, ça incite les gens à se responsabiliser, à prendre en main leur avenir financier. Et je trouve ça hyper intéressant. Je pense qu'on devrait en prendre de la graine, notamment en Occident, que ce soit en France ou aux États-Unis, où les gouvernements ont choisi de taper très fort sur les crypto-monnaies. Une nouvelle beaucoup moins haussière, beaucoup moins intéressante pour tous ceux qui se méfient un petit peu de ces monnaies numériques de banque centrale. On a un dirigeant de la Banque Centrale Européenne qui s'y est déclaré favorable et qui annonce qu'il y a un projet d'ici 2026 pour créer ce fameux euro numérique. Donc forcément, toujours plus de contrôle du citoyen, tout sera tracé encore plus précisément. Et il profite actuellement de la chute de l'UST pour critiquer la décentralisation et pour mettre en avant le rôle si important des banques centrales. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour toutes les personnes qui défendent la liberté financière surtout, mais ça devrait nous pendre au nez d'ici quelques années. Évolution dans le rachat de Twitter avec Elon Musk qui fait un pas en arrière dans le rachat de Twitter, qui voulait savoir quels étaient les réels utilisateurs et surtout savoir le nombre de bots qu'il y a sur la plateforme. D'après le CEO actuel, il y aurait 5% de robots, donc de faux comptes sur Twitter. C'est ce qu'il a déclaré dans un tweet. Regardez un petit peu la réponse très distinguée d'Elon Musk juste en dessous. Donc on voit qu'Elon Musk cherche un petit peu à négocier le prix du rachat de Twitter et surtout, il veut savoir combien il y a d'utilisateurs réels, ce qui est très compliqué apparemment à estimer sur ce réseau social. Et on a eu quelques pistes, notamment avec le Dogecoin qui pourrait trouver une utilité sur Twitter. Mark Cuban qui a proposé notamment à tous les utilisateurs qui veulent poster un message sur le réseau d'acheter un Doge, ce serait l'équivalent de quelques centimes, et que si un utilisateur conteste un message qu'il soupçonne être du spam et que c'est ensuite validé par des humains, il peut recevoir ce Doge du spammeur, donc ce serait une incitation dans un premier temps à signaler les spams. Et surtout, ça coûterait très cher. Aux escrocs de mettre en place des bots parce qu'à chaque fois, il faudrait payer un Doge. Donc c'est une solution qui est hyper intéressante et qui permettrait d'avoir un petit peu de fun, d'avoir aussi de la crypto-monnaie sur Twitter. Voilà, peut-être enfin une utilité à ce fameux Dogecoin qui était bien fun avec sa tête de chien, mais qui pour l'instant avait très peu d'utilité, même aucune utilité, il faut bien l'admettre. Du côté de Twitter, on a Grégory Raymond qui nous annonce que Ledger est en train de lancer une extension de navigateur mobile qui va permettre de connecter son wallet aux applications Web3. Donc si vous avez un Ledger pour protéger vos crypto-monnaies, il va être possible apparemment de le connecter directement pour faire un petit peu de la finance décentralisée si vous voulez acheter des NFT, donc je trouve ça hyper intéressant de passer outre tout ce qui est MetaMask, un petit peu d'autres wallets, et ça va permettre de sécuriser encore plus tout ce qui est finance décentralisée. Apparemment, elle est uniquement sur Safari. Autre tweet de Rizzo qui nous rappelle qu'il y a exactement 12 ans, un utilisateur du forum Reddit avait offert 10 000 bitcoins pour acheter 2 pizzas. Ces 10 000 bitcoins, aujourd'hui, ils valent 300 millions de dollars. Ça nous permet de prendre un petit peu de recul sur l'évolution de son cours. Les cours justement, donc sur 24 heures glissantes, on est en baisse, donc moins 4% sur le Bitcoin, moins 6% pour Ethereum. On a tout le marché qui est dans le rouge aujourd'hui, encore une petite correction baissière.
On a les marchés US qui, à l'ouverture, pareil, sont en baisse. On est moins 1% sur le S&P, le Nasdaq 1,60 et le Dow Jones qui recule un petit peu moins à moins 1% pour le moment. En termes de psychologie de marché, on remonte un petit peu dans le Fear and Greed Index. Je vous rappelle qu'hier, on était sur un niveau bas historique, on était à 8. On remonte un petit peu, on est à 12 actuellement. Sur le VIX, on remonte aussi l'indice de volatilité. On est sur 27, on est toujours sur des niveaux très important sur le VIX. Je voulais aussi vous montrer ce qui se passe sur le Bitcoin actuellement en journalier. C'est pas très beau. Vous voyez qu'on a cassé ce niveau des 30 000 en journalier. On a retapé légèrement. J'espère qu'on n'est pas en train de faire un pullback juste en dessous. J'espère qu'on va tenir. Il faudra regarder la clôture en weekly. C'est ça le plus important. Pour l'instant, c'était plutôt intéressant cette clôture en marteau au-dessus des 30 000. Mais si on venait à clôturer sous les 30 000 en hebdomadaire, ça sentirait très mauvais et on pourrait, pourquoi pas, venir retaper sur la moyenne mobile 200 au niveau des 21 000, voire même directement retomber sur les 19 900 qui sont le niveau de décembre 2017. Voilà, mettez-moi un like si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre toutes vos remarques dans les commentaires, si vous avez des sujets que vous aimeriez que je traite, si vous avez des pistes d'amélioration, je prends tout. Vous pouvez aussi télécharger gratuitement le guide pour investir en période de crise. C'est un programme qui vaut normalement 199 € dans lequel vous allez découvrir comment investir dans les actifs financiers qui profitent de la crise. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et à demain.